René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 8, les points de vue de la doctrine. Les indications qui précèdent permettent de comprendre la coexistence dans l'unité essentielle d'une même doctrine traditionnelle, d'une multiplicité de points de vue qui n'affectent en rien cette unité. D'ailleurs, en toute chose, chacun apporte évidemment dans sa compréhension une sorte de perspective qui lui est propre. Et par suite, on pourrait dire qu'il y a autant de façons de comprendre plus ou moins différentes qu'il y a d'individus. Mais cela n'est vrai qu'au point de départ, car dès lors qu'on s'élève au-dessus du domaine individuel, toutes ces différences, qui n'entraînent aucune incompatibilité, disparaissent nécessairement. En outre de la différence qui est ainsi inhérente à la nature particulière des divers êtres humains, chacun peut encore d'autre part se placer à plusieurs points de vue pour étudier la doctrine sous tel ou tel aspect plus ou moins nettement défini, et qui pourra d'ailleurs l'être d'autant plus nettement qu'il sera plus particularisé, c'est-à-dire plus éloigné dans l'ordre descendant des applications de l'universalité principielle. La totalité des points de vue possibles et légitimes est toujours contenue en principe et synthétiquement dans la doctrine elle-même. Et ce que nous avons déjà dit sur la pluralité des sens qu'offre un texte traditionnel suffit à montrer de quelle façon elle peut s'y trouver. Il n'y aura donc jamais qu'à développer rigoureusement, suivant ces divers points de vue, l'interprétation de la doctrine fondamentale. C'est là très exactement ce qui a lieu dans l'Inde. Et c'est ce qu'exprime le mot sanskrit darshana, qui ne signifie proprement rien d'autre que vue ou point de vue, car la racine verbale drish, dont il est dérivé, a comme sens principal celui de voir. Les darshanas sont donc bien les points de vue de la doctrine, et ce ne sont point, comme se l'imaginent la plupart des orientalistes, des systèmes philosophiques, se faisant concurrence et s'opposant les uns aux autres. Dans toute la mesure où ces vues sont strictement orthodoxes, elles ne sauraient naturellement entrer en conflit ou en contradiction. Nous avons montré que toute conception systématique, fruit de l'individualisme intellectuel cher aux occidentaux modernes, est la négation de la métaphysique, qui constitue l'essence même de la doctrine. Nous avons dit aussi quelle est la distinction profonde de la pensée métaphysique et de la pensée philosophique, cette dernière n'étant qu'un mode spécial propre à l'Occident et qui ne saurait valablement s'appliquer à la connaissance d'une doctrine traditionnelle qui s'est maintenue dans sa pureté et son intégralité. Il n'y a donc pas de philosophie hindoue, non plus que de philosophie chinoise, pour peu qu'on veuille garder à ce mot de philosophie une signification un peu nette, signification qui se trouve déterminée par la ligne de pensée qui procède des Grecs. Et du reste, à considérer surtout ce qu'est devenu la philosophie dans les temps modernes, il faut avouer que l'absence de ce mode de pensée dans une civilisation n'a rien de particulièrement regrettable. Mais les orientalistes ne veulent voir dans les darshanas que de la philosophie et des systèmes, auxquels ils prétendent d'ailleurs imposer les étiquettes occidentales. Tout cela parce qu'ils sont incapables de sortir des cadres classiques et parce qu'ils ignorent entièrement les différences les plus caractéristiques de la mentalité orientale et de la mentalité occidentale. Leur attitude, sous le rapport dont il s'agit, est tout à fait comparable à celle d'un homme qui, ne connaissant rien de la civilisation européenne actuelle et ayant eu par hasard entre les mains les programmes d'enseignement d'une université, en tirerait cette singulière conclusion que les savants de l'Europe sont partagés en plusieurs écoles rivales dont chacune a son système philosophique particulier et dont les principales sont celles des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des logiciens et des psychologues. Cette méprise serait assurément fort ridicule, mais elle ne le serait pourtant guère plus que la conception courante des orientalistes, et ceux-ci ne devraient pas même avoir l'excuse de l'ignorance, ou plutôt c'est leur ignorance même qui est inexcusable. Si invraisemblable que cela paraisse, il n'est que trop certain que les questions de principe qu'ils semblent écarter de parti pris
ne se sont jamais présentés à leur esprit, trop étroitement spécialisés d'ailleurs pour pouvoir encore les comprendre et en apprécier la portée. C'est là un cas étrange de myopie intellectuelle au dernier degré, et l'on peut être bien sûr que, avec de pareilles dispositions, ils ne parviendront jamais à pénétrer le sens véritable du moindre fragment de l'une quelconque de ces doctrines orientales qu'ils se sont donné la mission d'interpréter à leur façon, en conformité avec leurs points de vue tout occidentaux. Pour en revenir à la vraie compréhension des choses, les points de vue sous lesquels la doctrine peut être envisagée sont évidemment susceptibles d'être plus ou moins multipliés. Mais d'autre part, tous ne sont pas également irréductibles, et il en est qui sont en quelque sorte plus fondamentaux, auxquels les autres peuvent être subordonnés. On pourra donc toujours grouper les points de vue secondaires autour des points de vue principaux, et ce sont alors ces derniers seuls que l'on se bornera à considérer séparément comme autant de branches de l'étude de la doctrine, les autres n'y donnant lien qu'à de simples subdivisions, qu'il n'est d'ailleurs pas même nécessaire de préciser dans la plupart des cas. Ce sont les grandes divisions, les branches principales, qui sont proprement les darshanas, dans le sens que ce mot a pris habituellement, et suivant la classification qui est généralement admise dans l'Inde. On en distingue 6, qu'il faut avoir soin de ne pas confondre parce que leur nombre est le même, avec ce qu'on appelle les 6 Vedangas. Le mot Vedanga signifie littéralement « membre du Veda ». Cette désignation est appliquée à certaines sciences auxiliaires du Veda parce qu'on les compare aux membres corporels au moyen desquels un être agit extérieurement. Les traités fondamentaux qui se rapportent à ces sciences, dont nous allons donner rémunération, font partie de la Smriti. Et en raison de leur rapport direct avec le Veda, ils y occupent même la première place. La Shiksa est la science de l'articulation correcte et de la prononciation exacte, impliquant, avec les lois de l'euphonie, qui sont plus importantes et plus développées en sanskrit qu'en aucune autre langue, la connaissance de la valeur symbolique des lettres. Dans les langues traditionnelles, en effet, l'usage de l'écriture phonétique n'est nullement exclusif du maintien d'une signification idéographique dont l'hébreu et l'arabe offrent également l'exemple. Le Chandas est la science de la prosodie qui détermine l'application des différents mètres en correspondance avec les modalités vibratoires de l'ordre cosmique qu'ils doivent exprimer et qui en fait ainsi tout autre chose que des formes poétiques au sens simplement littéraire de ce mot. D'ailleurs, la connaissance profonde du rythme et de ses rapports cosmiques d'où dérive son emploi pour certains modes préparatoires de la réalisation métaphysique est commune à toutes les civilisations orientales, mais par contre totalement étrangère aux occidentaux. Le Vyakarana est la grammaire, mais qui, au lieu de se présenter comme un simple ensemble de règles paraissant plus ou moins arbitraires parce qu'on en ignore les raisons, ainsi que cela ne produit d'ordinaire dans les langues occidentales, se base au contraire sur des conceptions et des classifications qui sont toujours en rapport étroit avec la signification logique du langage. Le Nirukta est l'explication des termes importants ou difficiles qui se rencontrent dans les textes védiques. Cette explication ne repose pas seulement sur l'étymologie, mais aussi le plus souvent sur la valeur symbolique des lettres et des syllabes qui entrent dans la composition des mots. De là proviennent d'innombrables erreurs de la part des orientalistes, qui ne peuvent comprendre ni même concevoir ce dernier mode d'explication, absolument propre aux langues traditionnelles et très analogue à celui que se rencontre dans la Kabbala hébraïque, et qui par suite ne veulent et ne peuvent voir que des étymologistes fantaisistes ou même de vulgaires jeux de mots, dans ce qui est naturellement tout autre chose en réalité. Le Jyotisha est l'astronomie, ou plus exactement, il est à la fois l'astronomie et l'astrologie, qui ne sont jamais séparées dans l'Inde, pas plus qu'elles ne le furent chez aucun peuple ancien, même chez les Grecs, qui se servaient indifféremment de ces deux mots pour désigner une seule et même chose. La distinction de l'astronomie et de l'astrologie est toute moderne. Il faut d'ailleurs ajouter que la véritable astrologie traditionnelle, telle qu'elle s'est conservée en Orient, n'a presque rien de commun
avec les spéculations divinatoires que certains cherchent à constituer sous le même nom dans l'Europe contemporaine. Enfin, le kalpa, mot qui a du reste beaucoup d'autres sens, est ici l'ensemble des prescriptions qui se rapportent à l'accomplissement des rites et dont la connaissance est indispensable pour que ceux-ci aient leur pleine efficacité. Dans les sutras qui les s'expriment, ces prescriptions sont condensées en des formes d'apparence assez semblables à celles de formules algébriques au moyen d'une notation symbolique particulière. En outre, des Vedangas, il faut encore mentionner les Upavedas, mot qui désigne des connaissances d'ordre inférieur, mais reposant néanmoins sur une base strictement traditionnelle. L'ordre auquel ces connaissances se réfèrent est celui des applications pratiques. Il y a 4 Upavedas qui sont rattachés aux 4 Vedas comme y trouvant leurs principes respectifs. Ayurveda est la médecine, rapportée ainsi au Rig Veda. Dhanurveda, la science militaire rapportée au Yajurveda. Gandharva Veda, la musique, rapportée au Samaveda. Stapatya Veda, la mécanique et l'architecture, rapportée à l'Atharva Veda. Ce sont là, suivant les conceptions occidentales, des arts plutôt que des sciences proprement dites. Mais le principe traditionnel qui leur est donné ici leur confère un caractère quelque peu différent. Bien entendu, ces énumérations des Vedangas et des Upavedas n'excluent aucunement les autres sciences, qui n'y sont pas comprises, mais dont certaines tout au moins furent également cultivées dans l'Inde dès les temps anciens. On sait que les mathématiques notamment, comprenant sous le nom général de Ganita, Patiganita ou Vyakta Ganita, l'arithmétique Bija Ganita, l'algèbre et Rea Ganita, la géométrie, y reçurent, surtout dans les 2 premières de ces 3 branches, un remarquable développement dont l'Europe, par l'intermédiaire des Arabes, devait bénéficier plus tard. Ayant ainsi donné une idée succincte de l'ensemble des connaissances traditionnelles de l'Inde, qui d'ailleurs constituent toutes comme des aspects secondaires de la doctrine, nous reviendrons maintenant aux darshanas, qui doivent être regardés aussi comme faisant partie intégrante de ce même ensemble, faute de quoi on n'y comprendra jamais rien. En effet, il ne faut pas oublier que, dans l'Inde, aussi bien qu'en Chine, une des plus graves injures que l'on puisse faire à un penseur serait de vanter la nouveauté et l'originalité de ses conceptions. Caractère qui, dans des civilisations essentiellement traditionnelles, suffirait à leur enlever toute portée réflective. Sans doute, il a pu se former, parmi ceux qui se sont attachés spécialement à l'étude de l'un ou de l'autre des darshanas, des écoles se distinguant entre elles par quelques interprétations particulières, mais ces divergences n'ont jamais pu aller bien loin sans sortir des limites de l'orthodoxie. Ne portant le plus souvent que sur des points secondaires, elles sont plus apparentes que réelles au fond, et sont plutôt des différences d'expression, d'ailleurs utiles pour s'adapter à des compréhensions diverses. De plus, il est bien évident qu'un point de vue n'a jamais été la propriété exclusive d'une école quelconque, encore que, si l'on se contente de l'envisager superficiellement au lieu de chercher à en saisir l'essence, il puisse quelquefois paraître s'identifier avec la conception de l'école qui l'a principalement développée. La confusion sur ce point est encore de celles qui sont naturelles aux Occidentaux, habitués à rapport à des individualités, comme de véritables inventions, toutes les conceptions qui leur sont familières. C'est là un des postulats au moins implicites de leur méthode historique, et de nos jours, le point de vue religieux lui-même n'échappe pas aux conséquences de cette tournure d'esprit spéciale, qui déploie à son égard toutes les ressources de cette exégèse anti-traditionnelle à laquelle nous avons déjà fait allusion. Les 6 darshanas sont le Nyaya et le Vaisheshika, le Sankhya et le Yoga, la Mimamsa et le Vedanta. On les énumère habituellement dans cet ordre et par couple, afin de marquer leurs affinités. Quant à vouloir assigner un ordre de succession chronologique à leur développement, c'est là une question vaine et sans intérêt réel pour les raisons que nous avons déjà exposées.
dès lors qu'il s'agit de points de vue qui, dès l'origine, étaient implicitement contenus en parfaite simultanéité dans la doctrine primordiale. On peut dire, pour les caractériser sommairement, que les 2 premiers de ces points de vue sont analytiques, tandis que les 4 autres sont synthétiques. D'autre part, les 2 derniers se distinguent des autres en ce qu'ils sont, d'une façon directe et immédiate, des interprétations du Veda lui-même, dont tout le reste n'est dérivé que plus lointainement. Aussi, les opinions hétérodoxes, même partiellement, n'y ont-elles aucune prise, tandis qu'il a pu s'en produire quelques-unes dans les écoles consacrées à l'étude des 4 premiers darshanas. Comme des définitions trop brèves seraient forcément incomplètes, peu intelligibles et par suite peu utiles, nous avons jugé préférable de réserver un chapitre particulier aux indications générales concernant chaque darshana, d'autant plus que le sujet est assez important à l'égard du but que nous nous proposons ici pour mériter d'être traité avec quelque étendue.